Je me suis acheté un petit 45 tours. Regarde. Je t'ai dit un disque tous les 50 livres. La musique après la littérature. Collège au cinéma, un pari perdu pour un modèle en héritage. Le 6 janvier 88, l'Assemblée nationale vote à l'unanimité la loi 88-20 relative aux enseignements artistiques et ouvre par la même occasion une voie royale à l'introduction du cinéma au sein des établissements scolaires. Fort de cette nouvelle reconnaissance du 7e art, le ministère de la Culture a donc désormais le champ libre pour proposer un nouveau projet qui voit le jour dès 87. Car si les options cinéma sont difficilement généralisables du fait de leur coût de fonctionnement, il s'agit désormais de mettre en place un dispositif périscolaire qui s'adresserait à l'ensemble des élèves. Or, à la fin des années 80, le développement de l'enseignement du cinéma dans les écoles, les collèges et les lycées représente un enjeu majeur pour un mouvement ciné-club en quête d'un second souffle. À défaut d'être directement associé aux classes cinéma et audiovisuel, ce dernier se voit déjà comme un partenaire incontournable des futurs projets du ministère de la Culture. Dans ce secteur, il bénéficie en effet d'un net avantage. Fortement implantés dans les établissements scolaires, les ciné-clubs de jeunes proposent des séances en 16 mm, un format qui permet de projeter des films sans formation préalable, grâce à un projecteur très simple à utiliser dans tout type de lieux, salles de classe, préaux, etc. En contrepartie, les copies affichent une qualité d'image et de son nettement moins élevée que celle du format standard des salles de cinéma, 35 mm. Mais si le choix du 16 mm semble particulièrement propice à l'accompagnement des futurs dispositifs en milieu scolaire, il se transforme finalement en pari perdu. Depuis la fin des années 70, les fédérations des ciné-clubs se sont regroupées afin d'acquérir des films et de constituer un catalogue commun. Dès 80, la Confédération des fédérations de ciné-clubs propose ainsi un catalogue extrêmement riche, très largement fourni en copies 16 mm. Janine Bertrand, membre de l'UNIC, une fédération de ciné-clubs toujours active aujourd'hui, se souvient de cette initiative. Notre solidarité commençait concrètement à fonctionner puisque nous nous passions des films des uns aux autres. Évidemment, nous y avions tous intérêt. Il n'y avait pas de concurrence entre nous et nous amortissions cela. Nous avions créé un véritable nouveau réseau de distribution cinématographique extrêmement pointu, avec des films qu'aucun distributeur commercial ne pouvait soutenir de façon aussi efficace que nous. Nous nous engagions sur le tirage 16 mm, version originale sous-titrée. On a eu toutes les fédérations de ciné-clubs cette politique-là. Alors à l'époque, on nous disait « réinventer le ciné-club ». Nous, on ne réinventait pas le ciné-club, on réinventait l'accès aux films pour les ciné-clubs. Or, ce projet de réinventer l'accès au film va de pair avec le choix du format 16 mm. Parce qu'à l'époque, nous avions, pratiquement dans toutes les fédérations, je ne crois pas me tromper, une moitié de ciné-clubs qui continuaient de fonctionner en 16 mm, suivant ce bon principe que le 16 mm, comme ce qui est devenu aujourd'hui le DVD, ça s'installe partout. Comme le disait Ken Loach, avec un mur blanc et un projecteur 16 mm, on peut faire des merveilles. Et bien ces merveilles-là, nous, les fédérations des ciné-clubs, on a essayé de continuer à les susciter. Outre sa facilité d'installation et d'utilisation, le 16 mm est nettement moins cher que le 35 mm et permet ainsi aux fédérations d'acheter plus de copies de films tout en facilitant leur diffusion. En somme, les ciné-clubs font donc le choix de la variété et de l'accessibilité au détriment de la qualité de projection. Or, c'est bien la position inverse qu'adopte au même moment le ministère de la Culture en plaçant l'exploitant de salles et le format 35 mm au centre du projet des classes cinéma. Lors de l'officialisation des options cinéma dans les sections littéraires, à 3, en février 86, les exploitants ne cachent pas leur inquiétude, considérant toute projection scolaire d'une œuvre cinématographique comme facteur supplémentaire de dégradation de la fréquentation. Aussi, c'est en partie pour contrer cette hypothétique concurrence que la Fédération nationale des cinémas français remet dès l'année suivante au CNC et au ministère de la Culture et de l'Éducation nationale un projet ambitieux qui s'articule autour de 4 axes. Il vise à réapprendre aux jeunes à voir des films dans leur format d'origine, c'est-à-dire en salle, et à découvrir au cours de leur scolarité un certain nombre de films importants de l'histoire du cinéma. L'énoncé proposé par la FNCF révèle déjà les orientations sur lesquelles vont se construire les futurs dispositifs d'éducation à l'image. Le lieu de projection est directement cité, la salle de cinéma, soulignant par la même occasion l'importance d'une projection en 35 mm afin de pouvoir découvrir les œuvres dans leur format d'origine. Ces dernières s'inscrivent par ailleurs dans la notion de classique en soulignant une évaluation admise et reconnue dans le temps, film important de l'histoire du cinéma. Enfin, en intégrant le dispositif tout au long de la scolarité, le texte suggère l'intégration d'un partenariat au sein même des classes, supposant par la même occasion une association directe entre les exploitants et les établissements scolaires. En ce sens, le projet défendu par la FNCF
rejoint à peu de choses près les préconisations d'Anne Kiefer, membre de la Fédération Jean Vigo, qui préconisait un an plus tôt, dans la revue Jeune Cinéma, un enseignement s'articulant autour de l'apprentissage d'une culture historique, esthétique et économique du cinéma, à partir de films visionnés dans leur format, leur intégrité, sur un écran et dans une salle de projection. Mais si les représentants du mouvement encouragent les échanges entre les enseignants et les exploitants du secteur art et essai, les principaux piliers du futur dispositif concurrencent frontalement des ciné-clubs d'établissements qui ont parié sur le 16 mm afin de projeter les films de leur répertoire au sein même des établissements. En revanche, contrairement à ce que proposent les ciné-clubs, le projet de la FNCF reste pour l'heure vierge de toute proposition pédagogique, laissant au CNC le soin d'apporter une caution éducative et culturelle. La FNCF dévoile la priorité de ses classes cinéma qui vise avant tout à amener les jeunes spectateurs sur le chemin des salles de cinéma et en particulier celles de leur commune, voyant dans cette démarche un argument de poids pour contrer la chute de fréquentation en sensibilisant les futurs spectateurs au spectacle cinématographique. Le CNC, le ministère de la Culture, désormais représenté par François Léotard, décide de mettre sur pied 7 puis 11 expériences uniquement dans les collèges entre 87 et 88. Le 20 décembre 88, c'est Jack Lang, de nouveau ministre de la Culture, suite à la réélection de François Mitterrand, qui officialise par une circulaire les classes cinéma. Bien que le projet s'articule au départ autour de 3 dispositifs différents, il trouve finalement sa forme actuelle et prend le nom de collège au cinéma. Soucieux de ne pas réduire le dispositif à une simple sortie au cinéma, le CNC revendique une démarche pédagogique en faisant appel à des universitaires, des enseignants, des critiques et des réalisateurs, à diverses associations mais surtout aux exploitants de salles, pierre angulaire du dispositif. Les fédérations de ciné-clubs ne participent pas aux premières expériences et n'apprennent que tardivement l'existence du projet. Pourtant, si les représentants des ciné-clubs ne sont pas conviés, le dispositif reprend les grandes lignes du modèle du ciné-club. Il s'agit donc d'amener les élèves voir des films en salle, accompagnés par un enseignant référent. Les 3 œuvres diffusées dans l'année, une par trimestre, sont choisies à l'échelle départementale dans un catalogue de grands classiques du cinéma, eux-mêmes sélectionnés par une commission nationale. Enfin, l'enseignant référent est censé proposer une analyse de l'œuvre à partir d'un livret pédagogique fourni par le CNC. Les collégiens ont quant à eux une fiche élève, résumé simplifié du livret. Dénonçant un véritable copier-coller de l'expérience ciné-club, les fédérations ciné-club demandent que la fédération Jean Vigo soit intégrée dans la commission de mise en place de collèges au cinéma, en invoquant sa qualité d'expert pour les adolescents, les jeunes et le cinéma. La demande est rejetée, le CNC préférant miser sur d'autres acteurs pour développer le projet. Les ministères de l'Éducation nationale et de la Culture, les distributeurs, les collectivités territoriales et les salles. Bien que le dispositif s'adresse au départ à l'ensemble du secteur commercial, les salles art et essai prennent progressivement le pas sur les salles non classées dans les années suivantes. Or, si les représentants du mouvement ont souvent soutenu les échanges entre les salles art et essai et les enseignants, ces derniers se sont toujours opposés à l'intégration d'une exploitation aux motivations essentiellement mercantiles. En 1987, Bernard Nave, membre de la Fédération Jean Vigo, dénonce la position d'une éducation nationale beaucoup plus prompte à répondre aux sirènes du commerce, en ouvrant notamment la porte à des opérations de promotion pour certains films Gaumont, réaffirmant son soutien aux enseignants, amoureux et respectueux du cinéma, qui se tournent vers les salles art et essai. Ce dernier condamne en revanche ces circuits commerciaux soucieux de rentabiliser leurs salles, qui voient les établissements scolaires comme un nouveau marché à conquérir. Ce point de vue est également partagé par la COFESIC, qui s'oppose de fait à la politique générale du dispositif, qui vise en premier lieu à relancer la fréquentation cinématographique. D'autant que, en désignant la salle de cinéma et le format 35 mm comme le lieu et le format légitime du spectacle cinématographique, les pouvoirs publics comptent autant encourager le retour dans les salles que l'alimentation d'un fonds de soutien via la taxe supplémentaire additionnelle, TSA, prélevée sur chaque ticket vendu. Certes, si la jeunesse de collège au cinéma s'appuie en premier lieu sur un argument économique, le dispositif s'inscrit dans une véritable démarche pédagogique et éducative. Si les premières expériences de collège au cinéma laissent une réelle liberté aux enseignants pour choisir leur mode d'accompagnement, les méthodes des ciné-clubs investissent largement un dispositif qui s'appuie au départ sur l'expérience d'enseignants qui sont eux-mêmes d'anciens animateurs de ciné-clubs de jeunes. Janine Bertrand, actuellement présidente de la COFESIC. Ça a relativement bien marché chaque fois que la séance de collège au cinéma était soutenue, animée, prolongée par le travail d'un prof qui était, précédemment, animateur d'un ciné-club. Parce que celui-là, il connaissait.
Ils savaient ce qu'il fallait faire. Ils savaient tout ce qu'il fallait laisser aux jeunes de responsabilité dans la démarche, dans le choix du film, dans la façon de discuter du film, de l'analyser, etc. Et, si vous voulez, cette exploitation qui a été faite au début et qui a donné une certaine valeur, au début à Collège au cinéma, c'est une exploitation des profs qui savaient ce que c'était de mener un débat et de faire vivre un ciné-club. Cela, personne n'a eu conscience que c'était absolument indispensable de le faire, de le développer et de le prolonger. Néanmoins, si les représentants du mouvement revendiquent un rôle majeur dans le développement du dispositif, il n'en demeure pas moins particulièrement critique quant à sa démarche clé en main. L'un des principaux points de discorde s'articule autour de la question des outils pédagogiques mis à la disposition des enseignants et des élèves. Pour les représentants des ciné-clubs, les fiches distribuées aux élèves représentent une véritable entrave à l'épanouissement d'une passion qui se transforme alors en véritable matière d'enseignement. En dénonçant les risques de scolarisation de la passion cinématographique, les défenseurs de l'esprit ciné-club réaffirment l'importance de l'autodétermination des spectateurs. D'autant que, par la même occasion, il s'agit également de valoriser l'implication directe de l'enfant que suppose justement l'autogestion proposée par les ciné-clubs et que défend notamment Carole Desbarras dans son bilan des options cinéma en octobre 85. Malgré des conditions matérielles le plus souvent difficiles, écran placé trop ou trop bas, acoustique souvent douteuse, ronronnement du projecteur accompagnant la bande-son, interruption à chaque bobine, les animateurs de ciné-club ont persisté à montrer des films. Se déroulant en dehors des heures de cours, les ciné-clubs permettaient une initiation à la cogestion puisque les élèves étaient la plupart du temps associés à l'élaboration des programmes. Et surtout, il s'agissait d'un véritable travail réflexif sur le cinéma, préparation des affiches, des fiches distribuées en début de séance et bien sûr des débats. Les représentants du mouvement opposent donc au dirigisme supposé de Collège au cinéma la structure ouverte et autonome des ciné-clubs. Selon Bernard Nave, c'est justement cet espace de liberté qui a toujours inquiété les pouvoirs publics. Les ciné-clubs ont connu leur apogée dans les années qui ont suivi 1968, à un moment où un certain militantisme culturel visait à ouvrir de nouveaux espaces de liberté et d'autogestion. Le ciné-club correspondait à un besoin de s'approprier la culture selon des modes autonomes qui rompaient avec la routine du rapport enseignement-enseigné. Au besoin des élèves de trouver des lieux où leurs paroles pouvaient s'épanouir sans devoir être canalisées, préfabriquées par le moule du savoir scolaire. Aujourd'hui encore, ils remplissent cette fonction-là où ils existent. Seulement, le militantisme bénévole trouve vite ses limites lorsqu'il s'inscrit dans un contexte où il est considéré comme suspect ou tout simplement n'est pas reconnu. L'éducation nationale n'est jamais vraiment parvenue à accepter qu'une culture puisse s'acquérir de façon autonome, hors du magistère sur lequel elle fonctionne. Là où le cinéma perdure, il a fallu composer, se plier d'une façon ou d'une autre au système, faire entrer le cinéma dans les cours, élaborer un argumentaire pédagogique contribue, qu'on le veuille ou non, à institutionnaliser le cinéma pour le débarrasser du stigmate qui l'accompagne, celui du plaisir. Ainsi, Collège au cinéma est accusé de détruire le plaisir cinématographique en associant le 7e art à une matière d'enseignement qui, en dehors de la sortie chez l'exploitant, reste enfermée dans la salle de classe. D'autant que pour les défenseurs du mouvement des ciné-clubs, ce musellement s'accentue sous l'effet d'une liste de titres extrêmement restreinte qui condamne de fait toute découverte cinématographique audacieuse. A l'inverse, comme le prétend encore aujourd'hui Janine Bertrand, les fédérations seraient les seules à pouvoir proposer un catalogue assez riche pour favoriser l'éveil et l'épanouissement des futurs cinéphiles. Mais si les quelques dizaines de titres que propose le premier catalogue de Collège au cinéma peuvent difficilement rivaliser avec celui de la Cofesic, ce dernier reprend pourtant les mêmes critères de sélection privilégiés par les fédérations, en proposant les films importants de l'histoire du cinéma. Le dispositif ne fait que réaffirmer la notion de classique, tout en intégrant des œuvres plus contemporaines, répondant au même descriptif que les films de réflexion décrits dans les nombreux rapports officiels produits par le CNC depuis les années 70. En définitive, les critiques des représentants du mouvement révèlent les contradictions d'un paradigme cinéclubiste qui se définit lui aussi à travers des catalogues et une documentation spécifique fournie par les fédérations. Cette vive opposition ne fait qu'illustrer leur frustration face à une réappropriation des pouvoirs publics des critères et des modes de sélection de la qualité cinématographique qu'ils ont eux-mêmes contribué à définir. D'autant que désormais c'est bien le CNC qui est directement chargé de coordonner la création des livrets spécifiques pour chacun des films présentés dans le catalogue du dispositif. Or, en confiant cette tâche à des universitaires et à des critiques de cinéma, ce dernier souhaite se distinguer des traditionnelles fiches filmographiques, mais également de la documentation proposée par les principaux acteurs de l'action culturelle cinématographique.
Ce choix révèle également une reconnaissance progressive de la figure du critique universitaire au détriment de celle de l'animateur culturel. Cette valorisation de la parole universitaire est perçue par de nombreux animateurs comme un véritable désaveu de leur travail de terrain. Bien qu'une stricte opposition entre la posture théorique de l'universitaire critique et l'expérience de terrain de l'animateur puisse être réductrice, c'est pourtant sur ce point que l'éducation à l'image inaugurée par Collège au cinéma se distingue en premier lieu d'une éducation par et pour l'image proposée par les ciné-clubs. Cette distinction s'illustre également à travers les formations destinées aux enseignants, dans lesquelles la figure de l'animateur laisse, là aussi, sa place à celle du critique universitaire ou de l'artiste technicien. En somme, Collège au cinéma se réapproprie une partie de l'héritage cinéclubiste, mais le transpose dans la salle de cinéma en s'appuyant sur la figure de l'exploitant. Le dispositif devient cette fameuse passerelle entre les deux secteurs d'exploitation qu'ont toujours refusé les fédérations et que les salles Art et Essai ont essayé d'incarner depuis leur création. Ce sont d'ailleurs ces dernières qui profiteront sans doute le plus de ce nouveau dispositif en multipliant les partenariats avec les établissements scolaires, donnant par la même occasion une certaine caution culturelle au dispositif. Ces dernières font vite oublier la vocation première de Collège au cinéma. Pourtant, il s'agit désormais de former le goût et de susciter la curiosité de l'élève spectateur. Ce dernier vise toujours à développer des liens réguliers entre les jeunes et les salles de cinéma. En ce sens, le dispositif peut aujourd'hui revendiquer une part de responsabilité dans la progression de la fréquentation des 25-34 ans, plus 9,6% entre 1993 et 2009, voire même des 35-49 ans, plus 12%, deux tranches d'âge dans lesquelles se retrouvent aujourd'hui les collégiens ayant participé au dispositif des années 90. Mais si l'impact effectif de Collège au cinéma sur la fréquentation des salles reste encore difficile à évaluer avec précision, son effet sur le mouvement cinéclubiste est en revanche, selon Janine Bertrand, plus qu'évident. En tout cas, ce qu'il y a eu immédiatement comme conséquence, c'est de tuer les ciné-clubs de collège. Parce que le professeur qui était engagé depuis un certain temps dans l'animation, la vie d'un ciné-club en 16 mm dans un collège, etc. Tout ça, évidemment, s'est interrompu puisque, d'une certaine façon, on proposait une solution gratuite et apparemment beaucoup plus intéressante que celle de passer un film 16 mm dans une salle de classe ou en préau. Au-delà de la concurrence directe que fait peser le dispositif sur les ciné-clubs de collège, ce dernier condamne par la même occasion le pari de la Cofesic. Désormais, le 35 mm devient le format privilégié pour une éducation cinématographique en plein essor, condamnant de fait l'avenir du 16 mm au sein des établissements scolaires. Car si les années 80 voient naître les premières expérimentations, la décennie suivante est bien celle de la généralisation des dispositifs d'éducation à l'image qui s'étendent des écoles et cinéma en 1994, jusqu'au lycée, lycéens et apprentis au cinéma en 1998. Dès lors, l'éducation à l'image se répand dans les établissements scolaires, accompagnant par la même occasion la disparition progressive des ciné-clubs de jeunes et de fait celle des fédérations. En conclusion, à l'heure de la transition numérique, les parallèles avec les ciné-clubs et le choix du 16 mm semblent évidents. La destitution du 35 mm face au DCP ne peut que rappeler celle du 16 mm dans les années 80. Ce changement technique a entraîné de nouvelles pratiques chez les spectateurs qui invitent à repenser l'éducation aux images. Si le mouvement ciné-club n'a pas su s'adapter au bouleversement des années 70-80, ses fondements théoriques et son modèle pédagogique semblent plus que jamais d'actualité. Comment ne pas voir dans le téléchargement, légal et illégal, une version exacerbée de la quête d'accessibilité des films si chère au ciné-club? Comment ne pas voir à travers les forums Internet un prolongement du débat, pierre angulaire du modèle ciné-club? Les nouvelles générations de cinéphiles sont déjà en train de composer avec des technologies de l'information et de la communication qui leur permettent de définir de nouveaux lieux de diffusion et d'expression, tout en donnant la parole à de nouveaux acteurs. L'accès au film n'a jamais été aussi facilité depuis l'invention du cinéma, tout comme les moyens d'exprimer publiquement son point de vue. Aussi, l'histoire du mouvement ciné-club constitue une véritable grille de lecture pour comprendre et dessiner les nouveaux traits de l'éducation au cinéma d'aujourd'hui et de demain.